Je saisis ce moment agréable, les pieds dans l'eau, dans le Rio de Palomino, pour parler de la relation que l'on a avec l'eau, la relation que les humains ont avec l'eau. De tout temps, l'eau a été nécessaire à notre existence. On peut observer que bon nombre de sites archéologiques, de villes, de villages, de communautés se sont installés rapidement près des cours d'eau pour avoir de l'eau à proximité. Je pense que dans les débuts, il n'y avait pas tant de pollution puisqu'il n'y avait pas de production humaine, ou très peu, qui ne soit pas dégradable. Les matières premières étaient nécessairement des matières issues de l'environnement, donc avec peu de risque d'avoir un impact polluant, hormis des grandes concentrations de matière. Naturellement, si une zone est concentrée en fer, par exemple, l'espace où l'eau passe va être affecté par la concentration de fer. Et c'est un phénomène naturel, c'est pas forcément un phénomène humain. Cependant, ça va avoir une conséquence sur la qualité de l'eau et sur la possibilité de nourrir la vie dans cette zone-là. Notre problématique aujourd'hui dans le monde, c'est multifactoriel. Il y a l'exploitation de certaines zones minières avec des produits toxiques qui permettent de traiter par exemple la récupération de l'or, de certains autres matériaux. Et là encore une fois, c'est la concentration de la matière qui va polluer les espaces en eau. On a plein d'exemples dans le monde, auprès du lac Titicaca, toutes les villes côtières qui reçoivent les concentrations d'eau usée, où il va y avoir beaucoup d'agents de nettoyage, etc. Des grosses concentrations. Les médicaments et les apports en hormones en grande concentration. On a pu observer dans certaines zones que les poissons avaient muté parce qu'il y avait un grand apport d'hormones qui normalement n'est pas présent dans la nature. Nous, en tant qu'humains, en ville, on a dans certaines zones des systèmes de traitement des eaux usées et des systèmes de traitement aussi des eaux naturelles pour pouvoir traiter principalement les bactéries et certaines toxines, mais pas toutes. Donc ça arrive encore que dans certaines zones, quand on boit de l'eau de robinet, qui peut paraître très saine, on peut avoir des résidus médicamenteux, des hormones en quantité trop excessive et des produits toxiques qui sont issus des grandes agricultures ou des grandes exploitations minières et autres. Ça, c'est une forme de pollution qui est sinueuse parce qu'on ne la voit pas directement. Quand on la voit, c'est déjà très très grave. L'autre pollution qui est importante, c'est les plastiques. Les plastiques, à la base, c'est des matières naturelles, c'est juste la façon dont c'est aggloméré qui fait que c'est beaucoup plus résistant à l'érosion et beaucoup plus difficile pour la nature de la dégrader. Il y a des plastiques, des bioplastes qui sont développés et c'est assez fonctionnel. Mais moi, ce que je questionne, c'est surtout l'utilisation des récipients. Nos ancêtres utilisaient des récipients naturels, des coquillages, des noix de coco, des graines, des courges, pour pouvoir créer des récipients. Et tout cela est biodégradable. Et puis après, ils ont fabriqué des céramiques.
Bien que la céramique soit pas forcément naturelle, puisqu'il y a intervention de l'humain, ça reste quand même une matière première qui n'est pas transformée au point d'être impactante dans la pollution physique de l'environnement. Si on casse des morceaux de céramique, on les met dans l'eau, il n'y a pas vraiment de problème. Le temps que ça s'érode, les matières qui sont à l'intérieur, elles ne vont pas polluer l'espace. Ce sera plus une pollution visuelle qu'autre chose. Le verre, c'est un sujet qui est délicat parce que à la fois il y a des concentrations de colorants, donc des additifs, qui eux à forte dose sur certains espaces peuvent avoir un impact sur l'environnement. Et principalement c'est composé de silicium, la silice. Donc étant présent quasiment partout dans la nature, cet élément-là n'est pas polluant. C'est plutôt les additifs qui sont dans les verres qui sont à risque de pollution dans des zones où c'est très fortement concentré. Par exemple, au lac Titicaca, il y a un espace rituel où le rite traditionnel veut que les gens apportent des récipients avec des liqueurs, avec des huiles, etc. et qu'ils cassent contre une pierre, la pierre du crapaud, la pierre de Sapo, leur récipient comme une offrande à la fertilité, à la fécondité, à la prospérité. Ils invoquent l'esprit de Sapo pour pouvoir obtenir ces attributs dans leur existence. Si c'est de la céramique, ça pose pas de problème. Si c'est du verre, vu la quantité, ça commence à être problématique. Là-bas, c'est un très bon exemple qu'on peut observer assez facilement. Il va falloir des années pour nettoyer le verre qui est accumulé à cet endroit-là. Pour moi, c'est plus une façon de se réapproprier nos emballages. Se réapproprier nos emballages avec une conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Si on revient massivement à la céramique, avec le moins d'additifs possible, ou en très petite quantité dans les concentrations, déjà, on pourrait évacuer la problématique du verre et revenir à une matière qui est un peu plus naturelle. Le verre et le plastique d'ailleurs aussi. Les grands nœuds dans le plastique et le verre, c'est la collecte, le stockage et le recyclage. Il y a énormément de zones où il n'y a pas ces infrastructures.